Je me suis retrouvée dans des jobs où on me disait ouais non mais ça c'est hyper bon, c'est hyper bien payé et être malheureuse comme une pierre en me disant même je crois que les pierres elles sont super heureuses en fait d'être vraiment malheureuse malheureuse comme un humain bien malheureux et de pas être en accord, d'être séparée de mon gamin parce qu'il y avait un tournage dans tel pays qu'il fallait que je parte 15 jours et que je le vois pas, une pub à faire dans tel autre et que je partais 3 semaines et je disais ok d'accord je gagne de l'argent mais finalement je suis triste donc à quoi bon. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec des gens autour de moi qui me demandaient de les accompagner. Et donc, j'ai remonté la caisse de plusieurs personnes comme ça. Et je me dis, mais finalement, si ça marche sur moi et que ça marche sur certaines autres personnes, peut-être que ça peut marcher sur plus de monde. Mais quand on est comédien, on a toujours le syndrome de l'imposteur. Donc, il me fallait un cadre, une formation pour me sentir à ma place. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans coupe, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une magnifique pause estivale. Quand j'ai découvert qu'Adeline s'était reconvertie comme sophrologue, étant une grande fan de Sous le Soleil, vous imaginez bien que je rêvais de la voir derrière mon micro. J'avais imaginé que cette interview serait très inspirante, mais je n'avais pas imaginé à quel point elle serait top. Cette heure passée en sa compagnie a été lumineuse. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, j'ai besoin de vous. Comment? En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Allez, je referme la parenthèse. Adeline est devenue célèbre malgré elle suite à ses mariages avec Johnny. Elle a fait ensuite partie du quotidien de plusieurs millions de Français grâce à des rôles à la télévision, notamment dans les séries Les filles d'à côté et bien évidemment Sous le Soleil. Mais Adeline est une multipotentielle. Elle est également écrivain de BD à succès et depuis 2 ans, sophrologue. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Adeline Blondiot. Bonjour Adeline. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors, mon esprit a été forcément, il est un peu souvent en surchauffe, mon esprit, parce que je suis une hyperactive. Du coup, j'ai pensé à plein de trucs. Hein. Et puis, j'ai réduit et je me suis concentrée sur quelque chose que j'emmène partout, qui est une besace que j'ai faite moi-même en cuir. Voilà, une espèce de sac. Ma sœur m'a appris à travailler un peu le cuir. Je suis piètre couturière, donc j'ai été chercher dans des livres indiens. Dans des livres qui retracent la façon dont travaillaient les Indiens quand ils n'avaient pas encore le fil et les aiguilles. Et j'ai fait une besace, voilà. Donc, je me la trimballe partout et quand j'ai des proches, des copines qui l'aiment, souvent, je leur en fais une. Génial. Et comment on fait du coup quand on n'a pas de fil et une aiguille? On coupe des très fines lanières de cuir, on fait des petits trous et puis on les passe, voilà. Génial. Donc ça fait une espèce de tissage. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de là où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi? À Paris. Je suis née à Paris dans le 15e, j'ai grandi dans le 15e, puis dans le 7e, qui est un petit peu plus bourgeois. Voilà. Et donc Paris, c'est mon village, même si maintenant que je vis dans un village, je m'aperçois qu'on est très, très loin du village à Paris. Tu vis dans quelle région maintenant? Je vis en Camargue. D'accord, parce qu'en fait, je voyais sur ton compte Instagram que tu étais en Camargue, mais du coup, tu vas entre Paris et la Camargue ou tu vis à 100% en Camargue? Je vis à 100% en Camargue. Je remonte régulièrement sur Paris, mais je vis, oui, en fait, on est resté coincé là lors du premier confinement. Et quand il a fallu remonter, toute la famille s'est aperçue qu'on n'était pas bien du tout à Paris, triste, malade, et que ça sentait mauvais, et qu'il y avait trop de bruit, tellement de nuisances. Et comme ça coïncidait aussi avec un changement de vie professionnelle, je me suis dit, c'est peut-être le premier pas qui coûte. Et une fois que j'avais fait le premier pas professionnel, le second pas géographique a été plus simple. Ouais, génial. Nous aussi, on a déménagé. On n'est pas très loin parce que maintenant, je suis à Marseille. Et en effet, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant le premier confinement, se sont dit allez, stop à cette vie parisienne. Et quel type de petite fille tu étais? Hyperactive, hypersensible.
diagnostiqué dyslexique et HP. Donc ça faisait beaucoup de choses en fait à l'intérieur d'un petit corps. Donc imagine une gamine qui saute partout, qui est tout le temps en train de se mettre en danger parce que il y a toujours un milliard de trucs à escalader. Du coup, je trouve mes enfants hyper calmes et hyper sages. Souvent en train de se casser, fracturer des choses, donc régulièrement à l'hôpital quand même. Et puis avec un milliard de questionnements, donc ça c'est dû au HP. Et ensuite, ça fait presque hôpital psychiatrique. Et ensuite, avec l'hypersensibilité, vraiment des hauts et des bas terribles. Et quand on est sujet à l'hypersensibilité, en fait, on est plus sur les bas au début avant de comprendre que les autres ne sont pas forcément aussi joyeux ou enthousiastes que nous. Donc voilà, un truc qui bouge partout. Et à partir de quand tu t'es rendu compte justement de ça et que tu as pu être confortable avec cette situation? Eh bien, j'étais insomniaque du coup, et vers 12-13 ans, j'ai rencontré un professeur de yoga, une femme incroyable. Et la moyenne d'âge, quand j'ai poussé la porte, c'était 65 ans, mais ils étaient tous hyper joyeux, hyper bienveillants, ils se marraient et ils m'ont accueilli tellement gentiment. Donc, physiquement, je les ai assez vite rattrapés. Ensuite, c'était l'autre côté, la sérénité, la sagesse que j'avais du plus de mal à rattraper, le fonctionnement des énergies, tu vois, fluidifier ces énergies. Et donc ça a été énorme comme apprentissage. Et puis après, quand j'ai quitté le cours quelques années plus tard, parce que l'école, parce que le bac, parce que plein de trucs, j'ai pas pu les retrouver en fait, et ça a été un espèce de manque en me disant mais j'ai réussi à trouver à l'intérieur de moi un endroit qui me va, dans lequel je suis bien et dans lequel je suis sereine et apaisée avec moi-même, et j'arrive à cohabiter avec moi-même facilement. Et quand je l'avais plus, c'était compliqué. Donc après, je n'ai eu de cesse que de retrouver cet endroit-là à l'intérieur de moi. Donc ça m'a fait échouer dans une secte. Ensuite, ça m'a fait rencontrer d'autres personnes pour retrouver cet état qui est l'état finalement que j'ai retrouvé dans la sophrologie, dans la méditation, et que je peux proposer aux autres. Et la secte, c'était quand cet épisode? Je devais avoir une vingtaine d'années. C'était une secte qui attrapait les gens en fait en leur proposant des cours du soir sur la culture religieuse, puisque les errances dans ces cas-là, quand on est hypersensible, quand on est hyperactif, quand on a un milliard de questions, en fait c'est un câblage différent. C'est pas je suis plus intelligente, c'est je suis câblée différemment. Donc quand dans ta famille ils sont câblés comme ça, ils ont appris à vivre avec, mais ils savent pas forcément te transmettre comment on fait pour. Moi c'est ce que j'essaie de transmettre par exemple à mes enfants. Voilà, on est câblé différemment, voilà comment ça fonctionne, et voilà pourquoi avec des gens ça fonctionne pas, et pourquoi de temps en temps on se sent hors jeu ou différent. Et donc, quelle était la question du départ? Comment tu avais atterri dans une secte? Ah oui, la secte. Et donc il y a pas mal d'errance, et on se dit qu'à travers la religion, on va peut-être trouver quelque chose. Donc, je suis allée faire ces cours de religion le soir. J'ai entreaperçu des choses. J'y étais avec ma meilleure copine, et puis ma mère a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et effectivement, ils ont fait un truc hyper intelligent. Ils nous gardaient le soir à dîner, donc on avait le droit de boire de l'alcool, mais on mangeait pas de viande, on mangeait pas de protéines, ce qui fait qu'on était très légère au niveau bouffe et donc plus perméable à l'alcool et à ses effets, même si on buvait pas beaucoup. Mais moi, je suis un cheap date sur l'alcool. Et nous ont imperceptiblement modifié certains mots de notre vocabulaire, ce qui fait que eux nous comprenaient tout à fait. En revanche, notre entourage commençait à ne plus nous comprendre aussi bien qu'avant. Et donc petit à petit, la pince se resserre. Et nous, on l'a pas vu parce qu'on était en questionnement et tout ça. Et on l'a vu. Ma mère s'en est aperçue. Elle m'a dit mais t'as changé. Tu parles de la mort comme si c'était un voyage. C'est pas possible. T'as des idées hyper étranges. Et elle m'a pas lâchée jusqu'à temps de comprendre qu'il y avait quelque chose. Et elle a découvert un des papiers de la secte, en fait, qui était dans ma voiture, qui était effectivement une association, loi 1901 et tout ça. Et elle s'est rapprochée de la police pour savoir. Et la police me dit oui, c'est une secte
qui emmène les gens après, et après, c'est compliqué de les récupérer. Mais c'est une secte basée sur la culture, parce que l'idéologie était vachement chouette à la base. C'était vraiment de mettre la culture à portée de tout le monde. Et du coup, elle m'a pas lâchée, elle m'a emmerdée, elle venait chez moi tout le temps, elle m'a pas lâchée, je trouvais ça horrible, hyper violent. Et elle me dit, écoute, Guillaume Durand fait une émission ce soir sur les sectes, on verra s'ils y sont. Et effectivement, il y avait plusieurs sectes représentées et il y avait la place pour celle dans laquelle j'étais. Et la place était vide et Guillaume Durand qui disait, cette secte-là n'est pas présente et pourtant, ils n'ont pas désiré être présents pour se défendre ou pour expliquer leur idéologie, mais ils sont répertoriés comme une secte. Et le lendemain, moi, je devais partir en week-end avec eux. Et du coup, j'étais en train de faire mon sac, j'ai vu ça et j'ai pris une claque énorme. J'ai appelé ma copine, j'ai dit, je crois qu'on est dans une secte. Elle me dit, je crois que je le savais. Et je dis, je crois que je le savais aussi, que ça m'arrangeait, parce que la vie était très douloureuse à ce moment-là. Je sortais d'un divorce médiatique hyper violent et c'était la bonne planque. Voilà. Et je me suis dit, non, ma grande, tu vas sortir de cette planque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, il faut être bien entouré, parce que ça a été 6 mois de combat derrière pour pouvoir sortir de leur emprise, avec des gens en bas de chez moi, avec des gens qui venaient frapper à ma porte toutes les nuits, le courrier volé, harcèlement téléphonique. À l'époque, c'était sur les vieux répondeurs à cassette, voilà. Ah, c'est fou. C'est fou mais c'est génial que tu aies réussi à t'en sortir et du coup, merci maman, quoi. Merci maman, oui, mais je crois que l'éducation nous porte toute notre vie, quelle qu'elle soit en fait. C'est vraiment les fondamentaux. Il y a un jour où je pense qu'on se dit, ok, mes parents ont été comme ci, comme ça, alors ça c'est bien, ça c'est moins bien. Je suis assez grande pour me tenir la main et être mon propre parent et me débarrasser des choses négatives et renforcer les choses positives et les transmettre à mes enfants ou en tous les cas aux jeunes qui m'entourent. Ouais. Et quand tu étais une petite fille, qu'est-ce que tu te disais? C'était quoi tes rêves quand tu serais grande? C'était d'avoir des chevaux et puis de vivre assez proche de la nature et de trouver cet espace de sérénité. Voilà. Et en termes de métier, il y avait des univers en particulier qui t'attiraient? L'écriture, beaucoup. Ouais, beaucoup l'écriture. Et puis, donc, oui, la comédie aussi, mais plus l'écriture. Donc, ton père, lui, était musicien, enfin, chanteur et parolier. Alors, mon père a été chanteur et parolier, mais moi, quand j'ai connu mon père, à ma naissance, il était surtout antiquaire. D'accord. Et expert sur pas mal de domaines, dans pas mal de domaines, donc beaucoup dans les ventes aux enchères. Et puis, il était aussi parolier, oui. Okay. Mais il était moins chanteur. D'accord. Et ta maman? Et ma maman, elle a emboîté le pas de mon père. Elle était plus dans le monde médical, elle. Et puis elle a décidé de nous élever. Et une fois qu'elle nous a élevés, de toute façon, elle était un peu au four au moulin, comme toutes les femmes de cette génération, mais qui était derrière le mari, un peu dans l'ombre, donc qui faisait genre 1 milliard de trucs, 10 fois plus que le mari, mais qui était dans l'ombre et qui s'occupait de ses gamins et qui avait lu Françoise Dolto et qui se tenait au courant de tout ce qui se faisait en matière d'éducation et de psychologie. Et du coup, qui avait une éducation hyper à l'écoute de l'enfant. Et puis c'était la seule à grimper aux arbres, à nager, à plonger, à faire l'andouille avec nous, sans dire non mais j'ai un brushing, je peux pas. et donc faisait des entraînements de foot américain quand même. Je trouve que c'est énorme. Et donc après que vous soyez, quand vous avez grandi, du coup elle a repris une activité professionnelle? Elle a repris, oui, quand on a été tous à l'école, parce que j'ai un petit frère qui a 6 ans de moins, donc. Ça a été vraiment, voilà, pendant 5-6 ans, elle était un peu occupée avec ses enfants. Et du coup, elle a repris une activité d'antiquaire. D'accord. Avec mon père. Et comment tu l'as vécu quand ton père il est devenu chanteur? Mon père, moi, je ne l'ai pas connu chanteur. Non, tu ne l'as pas connu, d'accord. Il était chanteur avant. En fait, il s'est remis à la chanson. Il y a quelques années, il s'est remis à la chanson. Il y a peut-être une petite dizaine d'années. Il m'a dit, tiens, j'ai tous mes vieux potes du rock qui me rappellent et tout, il faut que j'aille les voir en concert. Donc, j'ai dit, vas-y, bouge-toi, on va les voir. Il faut créer du mouvement, il faut accepter les choses positives, il faut de temps en temps aller là où on nous invite et il ne faut pas être un artiste maudit, il faut aussi aller là où on nous aime et là où on a envie qu'on soit.
Donc, moi, avec mon truc de positivisme, donc je suis allée avec lui au Petit Journal Montparnasse, où il y avait ces vieux potes rockers qu'il n'avait pas vus depuis 10 000 ans. Et puis les gars l'ont invité à chanter sur scène. Et il a dit non, non, non. Et j'ai dit, t'en as quand même un peu envie. Oui, oui, mais je suis pas prêt, je peux pas. Et du coup, le deuxième concert, il y va. Et puis là, il chante. Et puis, décharge d'amour de tout le monde qui fait, mais tu nous as manqué et tout ça. Et donc, pendant plusieurs années, il s'est remis à chanter. Et il faisait des concerts, mais c'est un malade, hein, parce qu'il faisait des concerts qui pouvaient durer 5 heures. Waouh! Ouais. C'est physique. Ouais. Mais c'était génial et ça m'a fait vachement plaisir de le voir sur scène et surtout de voir tous les gens qu'il avait aimés comme chanteur, qui étaient heureux de le retrouver. Et ça, c'était hyper touchant. Et toi, donc au moment où il a fallu faire des choix en terminale ou avant, comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est passé difficilement parce qu'il y avait tellement de choses qui me passionnaient. J'avais envie de faire tellement de choses. J'avais envie d'être psy, j'avais envie d'être journaliste, j'avais envie d'être romancière, j'avais aussi un peu envie d'être comédienne. J'avais plein d'envies. Je voulais travailler dans l'humanitaire, et puis petit à petit, puis dans la mode. Enfin, je voulais travailler partout en fait. Il y avait tout qui m'intéressait. Et quand je voyais les autres, ils disaient je sais pas. Donne-moi ta vie, je la vis en plus, et puis je ferai plein d'autres métiers. Voilà, je voulais quelque chose en rapport avec les animaux, quelque chose en rapport avec les enfants. Et finalement, je m'aperçois que j'ai visité quasiment toutes mes envies. C'est génial. Aujourd'hui, 50 ans. Mais j'ai fait plein de métiers différents et ça a été vraiment chouette. Parce que du coup, ton premier métier, ça a été quoi? Ça a été chanteuse? Mon premier métier, non, les premières fois où j'ai commencé à gagner des sous, j'étais vendeuse, j'étais serveuse, j'étais babysitter, je faisais des trucs comme ça, quoi. Ouais. J'ai fait quelques photos pour des magazines, mais j'ai pas fait une grande carrière de mannequin parce que j'avais pas tout à fait je faisais pas, j'étais pas dans les standards, quoi. Et voilà, donc j'ai fait pas mal de trucs. Après, je me suis retrouvée propulsée dans une notoriété que je ne méritais pas puisqu'elle était un peu par intermédiaire en fait, et là les choses ont changé parce que je ne pouvais plus faire ce que je voulais faire parce qu'il y avait toujours un œil sur moi. Donc c'était plus pareil, mais j'ai pu malgré tout, en fait ça s'équilibre souvent la vie, c'est-à-dire qu'il y avait la violence de cette surmédiatisation. Toi, tu le vivais comme ça à cette époque-là? Ah oui, c'était très violent. C'était très violent. Je me faisais taper dessus, cracher dessus dans la rue, insulter. Enfin, je me suis fait plusieurs fois violenter. Et c'est difficile quand on n'est pas entouré par des gens qui sont aguerris à ça et qui peuvent pas nous dire voilà, ça s'équilibre. Par la suite, mon fils a connu ça quand j'ai pu faire des émissions, quand j'ai pu être vraiment connue, vraiment célèbre, parce que la télé, ça donne une proximité et une médiatisation et une célébrité très, très forte parce qu'il y a un côté, on est dans la famille des gens, on est dans leur salon. Et je disais à mon fils, ça s'équilibre. J'étais là pour lui expliquer, OK, aujourd'hui, tu t'es fait insulter, mais demain, on ira une avant-première de cinéma à Disney et on va faire des manèges toute la journée. Et alors que les autres, ils n'y seront pas invités. Voilà, donc on va faire un tel voyage de presse ou pour un shooting. Et puis de l'autre côté, oui, le prof t'a saqué parce que tu voulais pas lui donner les intrigues de Sous le Soleil qui allaient arriver et que c'est une idiote, voilà quoi. Et il a vraiment eu ça? Oui, bien sûr. Mais même au moment où j'ai fait la ferme célébrité, il s'était fait choper par des maîtresses à l'école qui l'avaient coincé à la récréation et qui lui avaient dit dis-nous avec qui elle sera, qui y aura et tout ça. Et comme il n'avait pas voulu leur répondre, les maîtresses l'avaient saqué et j'étais tombée de ma chaise. C'est hallucinant. Donc, on imagine tellement. Moi, j'avoue que parfois, je vais un peu dans le monde des bisounours, mais tu imagines tellement pas ce mais il avait 10 ans. Quoi. Il avait 10 ans. C'est tellement dégueulasse. Il avait 9 ans même, puisqu'il était en CM2. Moi, je suis tombée de ma chaise, donc j'ai été obligée de le changer d'école. Et puis, il y a eu d'autres moments où il s'est fait juste casser la gueule parce que c'était comme ça. Et c'est difficile, je trouve, pour un enfant et il faut pouvoir être là. Et moi, quand je me suis fait casser la gueule à 18 ans, on me disait tant pis, on va te mettre un garde du corps. On ne disait pas, voilà, ça s'équilibre, voilà, les gens sont comme ça, il faut faire attention, c'est plus facile de faire mettre des choses négatives chez les gens que des choses positives. Peut-être qu'on peut te protéger, peut-être qu'on peut t'expliquer comment te protéger, peut-être qu'on peut t'expliquer comment prendre soin de toi, parce que moi, à l'époque, c'était tellement violent que je suis devenue anorexique. Donc, tu vois, ça, à un moment donné, c'est juste...
tu bouffes plus. Tu essaies de chercher de la force ailleurs, quoi, et tu te perds. Et c'est pour ça que le rôle d'accompagnatrice aujourd'hui, je pense qu'il me va bien. Ouais. Souvent, on dit que, enfin moi, c'est ce que m'avait dit à l'époque ma psy pendant mon burn-out. Elle m'avait dit, quand j'avais parlé du projet du podcast, elle m'a dit qu'en fait, on voulait souvent permettre aux autres d'éviter ce par quoi on était passé et qui nous avait fait du mal. Oui, bien sûr. Mais ce que j'ai appris aussi à travers un parcours psy et à travers ma formation de sophro et aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Donc, la première chose à faire, c'est aussi dire, est-ce que tu as besoin d'aide? Et moi, quand je cherchais de l'aide, personne m'écoutait parce qu'en fait, j'étais juste sur le second plan et que c'était pas moi la vedette, donc c'était pas forcément intéressant, qu'on m'aidait que quand ça aidait les autres, quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé du coup pour Sous le Soleil? Est-ce que tu avais eu des rôles dans d'autres séries ou quoi avant? Alors, j'avais à un moment donné, il s'est trouvé que je me suis retrouvée célibataire avec une médiatisation un petit peu imposante parce que j'avais tous les paparazzis qui voulaient continuer à faire des photos de moi, et il y a une agence de presse qui m'a dit, mais c'est bien, t'as de la chance, d'habitude, ils se désintéressent, là, ils s'intéressent, donc on va entretenir cette image. J'ai dit, mais oui, mais entretenir cette image, moi, du coup, j'ai essayé de reprendre mes études, c'était inconfortable parce que tout le monde me regardait et que du coup, j'étais plus pas le vilain petit canard, mais un peu le chien dans un jeu de quilles. Donc, je me sentais un peu pas très à l'aise, hein, donc j'ai repris des cours en privé, à droite, à gauche. Et puis, je me suis dit, mais finalement, j'arrive pas à trouver un vrai job normal. Et M6 à l'époque ouvrait ses portes et cherchait des nouvelles têtes. Donc je suis allée faire le casting. J'étais nulle, mais j'étais tellement mauvaise. Et je les ai harcelés parce qu'il me fallait absolument ce job et que j'étais connue, j'étais mignonne. Donc je leur disais, moi je veux bien apprendre. Donc ça n'a pas été un super apprentissage parce que je me suis aussi là. On attendait de moi que je sois aussi totalement professionnelle et personne ne m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc j'ai appris sur le tas. Et puis ensuite il y a eu des émissions de télé, il y a eu des émissions de radio, et puis il y a eu la série un sitcom. Azoulay m'a fait confiance à un moment donné pour me dire, écoute, moi ça fait longtemps que j'ai envie de bosser avec toi, donc si tu veux, choisis la série dans laquelle tu veux bosser et viens. Et j'ai choisi la série des filles d'à côté parce que ma mère et ma grand-mère la regardaient, donc je me disais que c'était drôle d'aller jouer dans leur série préférée. Et puis il y a eu le casting de Sous le Soleil qui s'est ouvert, et quand j'ai su qu'il y avait une série qui allait se faire à Saint-Tropez avec de la pellicule, dans des décors naturels, avec des vrais comédiens et plus des gens esthétiques, mais pas forcément très bons comédiens. Et encore, sur les filles d'à côté, il y avait des vraies comédiennes et des vrais comédiens. Je me suis précipitée ventre à terre quand mon agent m'a envoyée là-bas et j'ai tout fait pour avoir le rôle. Quand tu dis que tu as tout fait, c'est-à-dire? Mais j'ai travaillé comme une folle sur ce texte. Alors, je suis venue pour un rôle et puis on m'a dit non, mais finalement, on cherche plutôt ça ira pas pour le personnage pour lequel tu viens. J'étais effondrée. Mais il y a un autre personnage, c'est une chanteuse un peu torturée qui va s'appeler Caroline Drancourt et tout ça. Et j'ai OK, redonnez-moi les textes, je les apprends. Je les ai appris genre en quelques heures. J'ai bossé. Je vais prendre des cours de comédie pour vraiment préparer le texte. Et puis, j'ai eu le rôle. Et là, Danse de la victoire, qui est assez ridicule, mais qui fonctionne très bien. je la connais bien, celle-là. Et voilà, donc je suis arrivée à Saint-Tropez, plutôt à Grimaud, et puis on attendait à Saint-Tropez. Et là, les choses ont été différentes, je pense, parce qu'on était entouré de vrais comédiens, avec des réalisateurs qui étaient sur le plateau avec nous, puisque le montage était fait à l'extérieur de la production. Enfin, les bandes remontaient à Paris. Et c'était une machine différente et c'était incroyable, quoi. Ça a duré combien de temps les enregistrements? Parce que j'imagine que c'était pas... c'est-à-dire qu'on savait... mais à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui... c'était moins cadré, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on savait qu'on se levait à 5 heures du mat, on savait qu'on allait tourner. Si c'était en intérieur, on tournerait jusqu'à temps que l'équipe dise stop. Heureusement, il y avait les gars de la SFP qui disaient non, mais là, c'est bon, ça fait trop d'heures sup. Quand c'était en extérieur, on jouait avec les lumières du jour, mais c'était éreintant.
C'était super, mais c'était éreintant. C'est-à-dire qu'on pouvait tourner jusqu'à 23 heures. Donc, quand tu t'es levé à 5 heures du mat, à 23 heures, tu as un peu les yeux qui piquent. Tu sais qu'il faut que tu fasses tes abdos, tes fessiers et 30 pages de texte pour le lendemain. Ouais. Ouais, ça, c'est des trucs qu'on n'imagine pas du tout quand on est derrière sa télé. Parce que moi, j'ai quelques années de moins que toi et sous le soleil, avec une de mes meilleures amies, c'était tous les samedis soirs avant de se préparer, avant de sortir. Et clairement, tu imagines pas quand tu es derrière ta télé en train de te faire ton maquillage et ton vernis à ongles qu'il y a autant d'heures de boulot derrière. Oui, mais c'est normal, mais c'est la magie du spectacle. C'est comme quand tu vas au cirque et que le gars, il jongle debout sur un cheval, qui se cabre et il y a une nana pendue à un cerceau. Et ça semble facile, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. Et c'est ça la magie du spectacle, c'est d'avoir des compétences et de pouvoir les montrer joliment avec le sourire pour que ça reste magique. Dans ton histoire, chose qu'on sait, enfin en tout cas, moi je ne savais pas, c'est que tu as écrit beaucoup de choses. Oui. Donc, comme tu disais tout à l'heure, dans tes rêves, c'était d'être romancière. Comment ça s'est passé le premier livre que tu écris? Alors, le premier livre que j'ai écrit, ça s'est passé de façon assez légère parce que c'était sur la traversée qu'on avait faite aux États-Unis avec Johnny et quelques potes. Et la boîte d'édition de Paris Match m'avait demandé de récupérer les photos et d'en faire un récit. Et je le faisais mollement parce que c'était un été à Saint-Tropez et que j'avais beaucoup de fêtes à aller voir, beaucoup de potes, beaucoup de sport. Voilà, et c'est mon père qui m'a dit mais attends, c'est sérieux les bouquins, viens on s'assied, on le fait. Et du coup il m'a vraiment tenu la main pour le faire et on a fait ce premier livre ensemble. Alors lui il apparaissait vraiment, il voulait même pas apparaître, donc on a fait ce premier livre ensemble. Et puis voilà, et puis ça m'a rapporté que dalle. Et puis parce qu'à l'époque, on se disait que de toute façon, je n'avais pas besoin d'argent. Donc je me suis pas très bien fait défendre là-dessus. Et puis ensuite, il y a eu un autre bouquin, je crois que c'est celui d'après. J'ai du mal avec les dates. Alors en chronologie, il y a eu DBD et il y a eu le collecteur de Sous le Soleil. D'accord. Voilà, donc des BD, j'ai un réalisateur de Sous le Soleil, celui qui a créé la série, qui m'a dit voilà, j'ai écrit des scénars et ça me fait penser à toi, est-ce que tu serais OK pour les lire? Et j'ai lu le scénar et je lui ai dit OK, d'accord, ça me plaît, et qu'est-ce que tu ferais toi pour l'améliorer? Donc on a retravaillé des heures et des heures ensemble. Et puis il m'a dit voilà, maintenant le scénar me plaît, c'est super, merci, mais il faut que je te mette en co-auteur. OK, super, merci, j'avais l'impression d'être reconnue dans ce que j'avais fait. Et puis on est allé voir un éditeur de BD qui nous a dit je vous signe tout de suite, mais je vous signe 4 albums. Et donc là, c'est parti pour l'aventure BD et c'était génial. Donc, comment tu l'as vécu quand ils t'ont dit ça? Danse de la joie. J'ai fait une petite danse de la joie à l'intérieur de moi parce que je me suis dit, si je la fais devant tout le monde, là, je pense qu'ils me virent direct. Ils se disent, non, cette nana n'est pas fiable. Déjà, elle est comédienne, donc c'est bizarre. Et donc on est parti là-dessus, sur cette aventure qui a duré 4 albums. Et du coup, après, de festival, en dédicace, à chaque fois, j'ai rencontré des dessinateurs qui m'ont proposé de bosser avec eux. Et régulièrement, j'ai refait des albums. Voilà, j'en suis à 13 ou 14. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et roman, du coup, est-ce que tu as écrit des choses où il n'y a pas les images? J'ai plusieurs structures de romans et j'ai bossé plusieurs fois dessus et en fait j'ai pas le temps parce que c'est hyper chronophage et que faut bien gagner sa vie et que les gens pensent que quand t'es connu tu gagnes forcément hyper dans ta vie et que même si tu fais rien t'es payé pour tout, ce qui n'est pas vrai. Donc il y a un moment donné il faut re-hiérarchiser les priorités et c'est comme ça que tu te tapes un burn-out, c'est que tu hiérarchises pas bien et tu penses que tu es obligé de tout faire. Donc, tu fais tout et du coup, ça te rapporte peu de gratification et peu de sous et tu exploses en vol. Donc, j'ai explosé et tu es obligé de refaire les choses bien, quoi. Mais quand on est en tournage, ça nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et à tel point qu'on a toutes les trois, en tous les cas, les 3 comédiennes principales, usé notre machine chacune à notre façon, mais on a toutes les 3 eu un truc grave derrière, quoi, parce que tu peux pas tirer sur la machine comme ça. Moi, Sous le Soleil, ça a duré quand même plusieurs années. C'était 96 à 2007, donc une quinzaine d'années, ça a duré. Et puis après, il y a eu la suite après. Mm-hmm. Et le burn-out, comment ça s'est passé? Du coup, comment tu t'en es rendu compte? Parce que je suis tombée par terre.
Je suis tombée par terre. En fait, je suis pas tombée par terre. J'étais assise et je disais, ça faisait plusieurs jours, ça faisait plusieurs semaines que je dormais plus du tout. J'étais au théâtre, hein, je faisais les monologues du vagin, j'écrivais une BD, j'aidais mes parents à déménager, je m'occupais de mon fils, j'étais mal accompagnée dans ma vie amoureuse et du coup j'avais beaucoup de choses à faire, plus tous les animaux que j'avais à ce moment-là. Et un jour, je me suis assise, j'ai dit, oh là là, moi je me sens un peu fatiguée. Ouais, bah ça va, t'arrêtes pas de dire que t'es fatiguée, que tu dors pas. Si tu dormais pas, tu serais même pas debout. Et je fais, non. Et je me suis arrêtée comme ça, j'avais les yeux ouverts, et je me suis sentie enfermée dans mon corps comme dans une coque. J'entendais ce qui se passait autour de moi, j'étais incapable de répondre. Et tout a cramé d'un coup. Donc on m'a portée, on m'a mis dans mon lit et je me rappelle qu'il y avait juste un truc, c'est que je ne pouvais pas parler, je pouvais voir, je pouvais entendre et juste mes yeux pleuraient. J'avais perdu beaucoup de poids et je suis pas quelqu'un de très épais parce que comme les gens un peu ultra speed, même si je sais me poser régulièrement et c'est ça qui fait que j'ai une vie qui m'apporte de la sérénité, et ben je ronge tout en fait. Donc l'énergie elle se transforme, enfin la bouffe elle se transforme en énergie. Donc j'ai perdu 12 kilos. Mon fils, ne me reconnaissant plus, a pris peur. Hein, et, il avait quel âge? Il devait avoir 8 ans. 8-9 ans, c'était très difficile pour lui. Du coup, il est parti. J'ai appelé son père. J'ai dit voilà, moi je suis pas en état, donc faut que tu le gardes. Et comme on s'entend très bien, qu'on s'est toujours super bien entendu, il m'a dit ok, je vais le garder et puis on va voir comment on peut faire pour t'aider. Voilà. Et j'ai été soutenue par ma famille. Ouais, ta famille était là pour te. Oui, ouais. Mais et puis j'ai compris après. En fait, j'avais rencontré une femme suisse qui était à la tête d'un groupe de femmes, de businesswomen, et elle m'avait parlé du burn-out. Je ne sais plus pourquoi. J'avais fait un voyage de presse là-bas pour une bande dessinée, et le soir, on avait décidé de dîner ensemble parce qu'on s'était bien entendu et que toujours de accepter la joie, accepter les portes qui s'ouvrent et les mains qui se tendent. Et elle m'avait parlé du burn-out. Elle m'avait dit, c'est marrant, c'est une maladie qu'on commence à entendre en Suisse et à nommer, mais surtout chez les femmes. Ça s'appelle le burn-out. C'est quand tout est cramé et les femmes le font. C'est le manque de gratification, c'est ça. Donc, elle m'avait donné toutes les grandes lignes. Et moi, je me suis retrouvée là-dedans et j'arrivais pas à comprendre. On m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Il pensait que j'avais un problème neurologique. Le neurologue était hyper déçu. Il m'a fait passer des encéphalogrammes de partout. Il m'a dit, ben non, en fait, vous avez un super cerveau. Moi, je bégayais, je parlais plus. Enfin, quand je parlais, je bégayais. Je ne pouvais plus marcher ni rien. Et quand le diagnostic a été posé, c'était un peu honteux parce qu'en France, on n'en parlait pas encore. Mais riche de cette expérience suisse, on m'a dit, ben voilà, c'est ça, quoi. Donc, il va falloir. À l'époque, je faisais une analyse avec un psychiatre qui m'a dit, l'analyse vous permet de ranger votre cerveau correctement et donc de protéger la base. Donc, vous allez vous en sortir. Et ça a été le seul médecin à me dire que j'allais m'en sortir. Tous les autres m'ont dit, ça va être compliqué. Ce ne sera pas possible de revenir. Sympa. Ça donne de l'espoir. Mais tu sais, il y a beaucoup de médecins qui se couvrent, en fait. Et qui se couvrent et qui ne veulent pas avoir d'emmerde après, quoi. Donc mais je me suis fait tout le truc et je me suis fait en écoutant cette femme psychiatre qui me suivait depuis des années, en qui j'avais totale confiance, qui m'a dit, si vous m'écoutez, vous allez vous en sortir. Vous n'avez plus le jugement stable et fiable. Moi, j'ai la compétence, moi, j'ai les capacités, je suis médecin. Je vais vous accompagner, je vais vous dire comment on va faire. Et j'ai rencontré d'autres gens qui avaient fait un burn-out qui me disaient, ben non, moi je pars en Inde pour aller voir, pour les mettre dans un ashram, et les gars sont jamais revenus, ils sont restés parce qu'il y a tout l'aspect médical auquel il faut faire face, et puis il y a le second effet qui se coule, qui est la dépression nerveuse. Une fois que tu sors la tête de ton burn-out, tu as dû le vivre, il y a la dépression qui se pointe. Ça a été plus en parallèle, en fait. La dépression a été vraiment au moment de la prise de conscience. Ouais. L'acceptation plus que de la prise. Ouais. Mais à un moment donné, tu es obligé de te dire que tu te l'es Ah bah t'as pas le choix, c'est ça. Tu te l'es construit toi-même. Est-ce que ton entourage mérite ça? Voilà. Grand sujet, ouais. Ouais. Je me suis dit, mon fils, il mérite pas d'avoir une mère qui marche plus, qui court plus, qui peut plus faire l'andouille avec lui. Il faut que je remonte que pour ça.
Et alors, bizarrement, la personne qui m'a le plus soutenue, parce que mon compagnon de l'époque, il s'est barré. Et mes parents étaient là, très présents. Mon frère aussi, ma sœur habite loin, donc elle était présente, mais par téléphone, donc c'était pas toujours simple. Et je suis tombée sur Alain Delon. Et il a été top. Il a été top. C'est-à-dire que il m'a dit ressaisis-toi et repense que à ce qui est important. Qu'est-ce qui fait l'essence de ta vie? Le boulot, c'est pas grave si ça marche pas en ce moment, tu t'es cramé et tout. La chose la plus importante dans ta vie aujourd'hui, c'est ton fils. Donc, comme il ne l'a plus voulu te voir parce que ça lui faisait peur, il faut que tu trouves quelque chose pour qu'il ait envie de te voir et que vous puissiez reconstruire des souvenirs positifs. Et j'ai pris les sous qui me restaient et j'ai acheté 2 billets pour New York parce que c'était sa folie. Et on est parti. Et vraiment, il a été extraordinaire, en fait, cet homme. Il t'a donné l'impulsion. Écoute, il m'appelait tous les jours. On déjeunait tous les 3 jours ensemble ou on dînait pour être sûr que je mange, pour faire le point, quoi. Tu vois, et je l'ai trouvé incroyable. Ah, c'est génial. Alors, je trouvais ça délirant parce que tout le monde te parle, ouais, Alain Delon, il est hyper égocentrique. Ouais, sauf que quand il voit quelqu'un qui va plus mal que lui, il est là. Il est là. Et t'as mis combien de temps à te remettre sur pied? 6 mois. Ouais, 6 mois. Et tu sens que tu as gardé des traces pendant combien de temps? Quand je suis extrêmement fatiguée, quand je vois que je suis en train de revenir dans le rouge, je me remets à bégayer. Voilà. En fait, ce qui est fou, c'est que chacun a ses stigmates et ses petits trucs qui font que… et quand tu commences à bégayer, comment ton entourage, il le vit, ça? Eh bien, je le trompe, mon entourage. Ouais. Et quand ça a recommencé il y a 3 ans, je me suis plus que bégayée, je me suis arrêtée. Et mon chéri, qui est un homme extraordinaire, m'a vue et il a reconnu lui. Il m'a dit mais là, tu es en train de repartir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis il faudrait que je puisse être seule et que je puisse me ressourcer, mais c'est pas possible. Il m'a dit si, c'est possible. Il m'a pris, il m'a mis dans le train, il m'a emmené à Port-Camargue parce que ça faisait sens, parce que c'était à côté de là où on avait notre maison en Camargue. Et il m'a laissé 8 jours toute seule dans une thalasso. Et là, je me suis fait pouponner. J'arrivais même pas à sortir de ma chambre pour manger. Et l'équipe a été extraordinaire. Et ça m'a permis de me renourrir. C'est-à-dire qu'il s'est occupé que la petite soit prise en charge par mes parents et tout. Et tout le monde m'a foutu la paix. Et tout le monde a été très accompagnant. Et je me suis dit, je peux pas me permettre un deuxième burn-out. Je peux pas. Je comprends. Je comprends bien. Voilà. Donc, j'ai accepté de prendre soin de moi et parce que même si tu es aidé pour prendre soin de toi, en fait, personne ne pourra réellement prendre cette décision. Ouais, de toute façon, c'est nous avec nous-mêmes et il y a un moment où tu sens que ton corps, il te parle de plus en plus fort et qu'à un moment, il faut l'écouter, quoi. Mm-hmm. Sinon, tu connais la suite et tu n'as pas envie d'y retourner. Voilà. Pour toi et pour les autres. Et comment ça s'est passé du coup là, donc aujourd'hui, tu es sophrologue. C'était un gros virage dans ta vie professionnelle. Comment ça s'est passé? Alors, c'est un gros virage vu de l'extérieur à des gens qui ne me connaissent pas trop parce que tout mon entourage a trouvé ça assez naturel. En fait, ça s'est passé assez naturellement. J'ai toujours fait du yoga. Le yoga m'a plusieurs fois sauvé la vie. Je savais que j'avais cet outil-là de méditation. J'ai accompagné des gens en burn-out qui sont venus me voir en me disant « Il paraît que tu t'es sortie d'un burn-out, est-ce que tu peux m'accompagner ?» Et j'ai mis au point des méthodes d'accompagnement, de relaxation pour les aider à reprendre pied à l'intérieur d'eux-mêmes. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec des gens autour de moi qui me demandaient de les accompagner, essentiellement des hommes. On m'a dit « Ah, c'est étonnant, c'est hyper dur d'avoir les hommes. » Et donc, j'ai remonté la caisse de plusieurs personnes comme ça et je me dis, mais finalement, si ça marche sur moi et que ça marche sur certaines autres personnes, peut-être que ça peut marcher sur plus de monde. Mais quand on est comédien, on a toujours le syndrome de l'imposteur. Donc, il me fallait un cadre, une formation pour me sentir à ma place. Je pense que c'est lié au fait d'être comédien qu'on a le syndrome de l'imposteur.
Moi, je trouve que les comédiens ont souvent le rôle de le syndrome de l'imposteur. En même temps, j'ai jamais trop bossé dans un bureau. J'ai bossé un peu dans certains bureaux en tant que productrice, mais bon, jamais très longtemps. Donc, je ne connais pas le monde de l'entreprise. Je le connais maintenant parce que j'interviens en tant que sophrologue, en tant que coach sur les prises de parole, sur la gestion du stress et tout ça. Mais je connaissais. Voilà, pour moi, j'ai vu beaucoup de comédiens qui ont l'impression de pas mériter ou le bien ou le mal, voilà. Et du coup, une de mes amies qui me connaît bien m'a dit, tu sais, ta technique, elle se rapproche quand même largement de la sophrologie. Tu devrais aller explorer cette piste parce que je pense que ça peut être un vrai métier pour toi. Et donc, j'ai exploré la naturopathie, j'ai exploré la sophrologie. J'ai rencontré Catherine Aliotta, que mon frère m'a présentée. Et j'ai trouvé la femme super. Et je me suis dit, elle vend son métier, en fait. Elle le vend bien parce qu'elle le représente bien. Elle était en cohérence avec tout ce qu'elle prenait. Et ça m'a parlé, ça m'a vachement plu. Et je l'ai trouvée joyeuse, elle m'a enthousiasmée. Et du coup, je me suis payé la formation, je l'ai suivie avec assiduité. Et je crois que sur les 24 que nous étions, on était une super promo, hyper sympa. On est 4 ou 5 à l'avoir gardé en profession. D'accord. Et je me sens à ma Parce que place. les autres, ils... Parce que dans les formations comme ça, en fait, il y a des gens qui, une fois qu'ils ont fait la formation, se sentent prêts et d'autres qui ne se sentent pas prêts. Et moi, bizarrement, je me suis sentie prête. Donc, j'ai fait les stages, c'est-à-dire tu proposes à des personnes de les accompagner gratuitement. Et quand j'ai vu les résultats, au début, tu te sens... Est-ce que ça va marcher? C'est pas magique et tout. Et tu vois que la méthode fonctionne. Et à la méthode, tu ajoutes peu à peu toi. Et moi, je vois ta patte à toi, ton expérience, toutes tes autres compétences, toutes tes autres capacités que tu as développées. Le travail de la relaxation, de guider les gens à travers la voix. La voix, c'est quand même un outil que j'ai travaillé à la radio. Bon, en chant, je suis pas top, mais à la radio ou en comédie. Donc tu connais la puissance de la voix, tu connais la puissance de l'instrument humain, et dans ces cas-là, tu peux accompagner les gens. C'est ça qui est génial, c'est que finalement, dans toutes les personnes que j'ai interviewées qui se sont reconverties, tout le monde se sert en fait finalement de ce qu'il a fait avant pour pouvoir apporter sa patte et enrichir finalement le nouveau métier. Voilà, exactement. Et je pense que plus tu as eu une vie riche en haut et en bas, et plus tu es capable d'écouter et d'entendre. Et ce qu'il y a d'amusant par rapport à un autre thérapeute, quand les gens me choisissent comme thérapeute, au bout d'un moment, au fil de l'accompagnement, je comprends pourquoi. Parce qu'ils connaissent plus ou moins ma vie et qu'il y a forcément quelque chose qui leur a fait écho. Donc, évidemment, au début, j'avais beaucoup de gens concernant le burn-out. Et puis après, j'ai eu d'autres personnes et je me dis, tiens, alors, lui, il est venu pour ça. Parce qu'il a vu ça chez moi et qu'il se dit qu'il va être entendu. Tiens, elle vient chercher ça et c'est assez intéressant. Et moi, ça me touche, en fait. Ouais, quand tu as partagé, il y a pas très longtemps, j'ai fait une séance d'hypnothérapeute et à la base, c'était pour le mal des transports et en fait, elle m'a dit, je peux rien faire pour vous sur ce sujet-là, mais j'avais vu qu'elle avait été, elle était spécialiste aussi du burn-out, donc je me suis dit, je vais pas perdre mon temps. Et à la fin de la séance, elle m'a dit, mais votre histoire, elle résonne tellement en moi parce que j'ai fait un burn-out et clairement, quand on discutait, tu sentais que il y avait un truc. Et là, je suis en plein chantier dans la maison qu'on est en train de refaire là à Marseille. Et il y a un moment, c'est un peu compliqué avec l'entrepreneur. Et en gros, je sais pas pourquoi, il y a un moment, je lui dis, tu sais, moi, j'ai fait un burn-out. Et donc, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Il me dit, moi aussi, et en fait, il y a un truc qui c'est... genre, les autres, ils peuvent pas comprendre, quoi. On fait partie de la même famille. C'est ça. Il y a ça. Sauf que lorsque je vois où ils se sentent entendus et proches de moi, là où ils ont fait la connexion, je ne leur dis pas. Pourquoi tu leur dis pas? Parce que c'est ma vie et qu'ils sont là pour parler d'eux. D'accord. Voilà. Donc ils peuvent comprendre que ici, ils peuvent déposer ça et que je peux l'entendre et que je peux l'écouter et que je peux les accompagner. Voilà. De temps en temps, il y a des gens qui me disent, ouais, mais est-ce que ça vous choque? Je dis, non, ça ne me choque pas. Vous pouvez déposer. Il y a pas le filtre affectif qui est là, il y a le filtre professionnel, il y a le thérapeute qui est là pour l'écoute bienveillante et le non-jugement surtout, mais ils sont pas là pour parler de moi.
Oui, Et bien s'ils sûr, sont là ouais. pour parler de moi, c'est qu'ils sont pas à la bonne adresse et qu'ils sont pas en train de faire ce pourquoi ils viennent. Ils ne sont pas en train de céder eux-mêmes s'ils sont là pour parler de moi. Ouais, Donc, c'est sûr. ceux qui parlent, il y en a eu qui viennent pour parler de moi et quand ils voient qu'on parle pas de moi, ben, ça les pousse dans leur retranchement et de temps en temps, il y en a pour qui c'est assez violent, ils viennent pour, on va parler avec Adeline, on va discuter avec elle, je vais lui poser plein de questions et tout. Quand ils voient que ça n'est pas possible, et qu'on Mais est c'est là pas pour l'idée. parler d'eux, et que j'ai les outils pour les accompagner, et ben il y en a qui sont effarés de voir que finalement oui ils ont 2-3 sujets quand même assez importants sur le grill et qui sont en train de les cramer et j'ai eu des accompagnements qui se sont faits comme ça qui ont été assez surprenants où la personne était beaucoup plus surprise que moi parce que si vous voulez me parler de ça c'est parce que chez vous ça fait fortement écho. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en effet, enfin, moi, c'est un truc que j'ai découvert dans les 2 dernières années, c'est qu'en effet, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous irrite ou qui nous interpelle, c'est qu'il y a un miroir par rapport à quelque chose qu'on a en nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça vient nous parler de nous. Ouais. Et donc voilà. Donc ma particularité, c'est d'être un thérapeute dont on connaît une bonne partie de la vie. Pas tout, bien sûr, mais une bonne partie. Heureusement. Oui. Et aujourd'hui, quand on voit ton profil Instagram, ce que je trouve génial, c'est que avant, matin, on voit que tu as des cheveux blancs. Enfin, on voit vraiment que tu t'assumes vraiment comme tu es. Et là où avant, potentiellement, c'était des photos plus ou moins maquillées et moins. Tout dépend du métier que tu fais. Quand j'étais comédienne, j'avais 33 ans quand on est venu m'expliquer qu'il fallait que je me fasse du botox là, parce que voilà, du botox sur le front, du botox. Et j'étais effarée. Je leur ai dit, ils m'ont pris à 7 heures du mat avec 10 cassettes en disant, voilà, à l'époque, c'était des cassettes. On les a calées pour que tu vois à quel endroit. Et je leur ai dit, écoutez, moi, ça me fait super peur, en fait, la chirurgie esthétique. Donc, je suis d'accord pour regarder les cassettes. Je pense que je suis pas la plus abîmée de tous vos comédiens. Mais ok, la maquilleuse elle leur a dit mais vous êtes fous, vous avez vu la Pokella, elle fume pas, elle boit pas, elle fait du sport, elle fait hyper attention, elle met de la protection solaire et tout, vous êtes quand même. J'ai dit à la directrice artistique, j'ai dit écoute, fais les injections, on voit ce que ça donne sur toi, puis après moi je les fais. Mais moi c'est aussi par trouille que je fais pas. Après, les cheveux blancs, Elle l'a fait au final Non, elle l'a pas fait, mais elle m'a fait je la paix. Après, en revanche, pour les cheveux blancs, elle m'a dit non, les cheveux blancs, c'est vraiment important pour nous. Moi, je devais coller à un personnage esthétique. Donc ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Moi, j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps, donc je faisais du sport, mais les deux autres aussi faisaient du sport. Donc voilà, on colle Demain, on me propose de faire quelque chose et les cheveux blancs collent pas à ça. À moi de choisir de m'adapter ou pas. Mais j'ai trop lutté contre. Quand j'étais jeune, c'était non. Je luttais à tout prix. Et je pense qu'à force d'être toujours en contre, on va pas avec le flow. Moi, l'idée, c'est d'aller avec le flow. Donc, j'ai ma mèche blanche, j'ai Georges, là, qui est là depuis que j'ai 20 ans. C'est une mèche que tu as depuis toujours, en fait? Oui, je l'ai depuis que je suis très jeune. En fait, je l'ai depuis mon second divorce. Voilà. D'accord. Et arrivé à ce moment-là. Petit souvenir. Trop de soucis, trop de dureté, et voilà. Et du coup, moi, je trouve que c'est plus intéressant de s'adapter et d'avoir cette faculté d'adaptation et de la travailler pour aller avec le courant. Et si demain, on me dit, voilà, est-ce que tu pourrais teindre tes cheveux pour faire ci et ça, et que ça me convient, si je suis en accord avec moi-même, je le ferai. Mes enfants, ça les saoulait. Donc la mèche blanche, ça leur va, mais si j'ai les cheveux tout blancs, ça leur va pas, ça les amuse pas. Enfin, ils ont envie aussi d'avoir une image de leur mère qui leur plaît. Donc voilà, donc je fais pour que ça me ressemble et que ça soit dans la bonne énergie. Voilà. Ouais, que ça soit. Oui, et puis après, je pense que je vieillis plutôt dans un bon état, en fait. Donc j'avance dans l'âge. C'est sûr. Oui, mais quand je vois de temps en temps d'autres nanas, ah bon, t'es plus jeune que moi, t'es sûre? Je pense que mon hyperactivité me sert à générer de l'énergie, qu'ensuite ma recherche de sérénité m'aide à avoir des moments extrêmement calmes de ressourcement. L'hypersensibilité m'aide à pouvoir mieux me comprendre et accepter d'avoir des joies incroyables et de savoir où aller les chercher. Voilà, donc
tu te connais mieux, tu essaies de bricoler avec toi-même et de trouver quelque chose de fluide. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la fluidité. Et aujourd'hui, donc, tu vis complètement de ton métier de sophrologue? Je vis pas que de ça. Non, je fais aussi des livres, je fais des interventions dans les entreprises sur les prises de parole en public, par exemple. Ou alors sur la gestion du stress, des émotions. Il y avait aussi beaucoup avec les moments de télétravail importants qu'ont connus certaines entreprises, recréer du lien entre les cadres, par exemple. Ouais. Voilà. Voilà. Donc je vis de tout ça. J'ai aussi ouvert des gîtes parce que j'ai retapé des roulottes. Okay. Et donc on les voit régulièrement sur mon Instagram. Donc je fais aussi du gîte original, du gîte en plein milieu de la nature, quelque chose dans lequel je me retrouve aussi, c'est-à-dire faire de la déco, bricoler. J'ai ma roulotte gitane Frida Kahlo, et puis là, je suis en train d'en faire une qui sera plus western, cabane de trappeur. Donc voilà, j'aime bien créer des univers. Donc c'est une vie qui est faite de pas mal de choses, voilà. Ouais, mais où il y a moins... Vas-y, pardon. Du coup, tu gardes ta créativité, en fait, t'adaptes, en fait, ton multipotentiel, tu vas le récupérer, tu vas l'exploiter dans plein d'endroits différents qui font qu'aujourd'hui, tu es bien. Oui, je pense que la vie, ce qui est important, c'est de savoir quels sont nos besoins et de vivre en cohérence avec ses valeurs. Voilà. Donc, quand le besoin artistique Titi dit nourris-moi, eh ben, je ressors les pinceaux, le pistolet à colle, la machine à coudre et je fais des choses et je trouve que c'est hyper gratifiant quand les gens sont bien dans mon endroit, de dire que c'est moi qui l'ai créé. Voilà. Je vais avec mes grands sacs. Ça, c'est les sacs. Ça me fait penser aux costumières des tournages qui ont plein de sacs et même les accessoires. Donc, j'arrive avec mes sacs, mes brouettes, ma voiture qui est chargée jusqu'à la gueule et je sors tous mes trucs et puis je crée et puis j'invente et puis j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui me fait confiance, qui me dit bah écoute, moi ce que j'aime, je comprends pas tout ce que tu fais, mais je trouve que le résultat final me convient. Donc au début, c'est les gens qui viennent bosser avec moi. Ça fait pas beaucoup de couleurs, ça fait pas ci, ça fait pas ça, c'est pas étrange. Et puis, attendez, moi j'ai la vision globale, on va aller jusqu'au bout et une fois que je vous dirai c'est fini, vous pourrez faire vos commentaires. Et une fois que c'est fini, ils me font ah, mais on est content d'avoir participé, tu nous as embarqués dans ton truc, c'était vraiment chouette. Donc, voilà. Ah, c'est génial. Donc aujourd'hui, j'ai une vie qui est peut-être pas la réussite que j'imaginais à 20 ans, où j'étais pétrie d'ambition, mais qui est plus sur la recherche de l'épanouissement. Justement, ça va être ma question, c'est quoi pour toi la réussite? C'était quoi quand tu avais 20 ans et c'est quoi aujourd'hui? D'avoir une carrière dont je serais hyper fière et d'avoir beaucoup d'argent, de manière à pouvoir faire régulièrement le tour du monde, de voyager partout et puis d'être hyper reconnu. Pas connu, mais d'être reconnu, respecté. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi du coup? Eh ben aujourd'hui, c'est d'être en accord avec moi-même et de pouvoir aider les autres à l'être et de diffuser une énergie positive et sereine. Voilà. Je pense que c'est ça, d'être en accord avec la nature, d'être en accord avec les animaux, d'être en accord, voilà, de pouvoir m'adapter et d'être bien, quoi, et de me dire ben voilà, je suis d'accord avec ça. Je me suis retrouvée dans des jobs où on me disait ouais non mais ça c'est hyper bon, c'est hyper bien payé et être malheureuse comme une pierre en me disant même je crois que les pierres elles sont super heureuses en fait, mais être vraiment malheureuse comme un humain bien malheureux et de pas être en accord, d'être séparée de mon gamin parce qu'il y avait un tournage dans tel pays qu'il fallait que je parte 15 jours et que je le vois pas, une pub à faire dans tel autre et que je partais 3 semaines et je disais ok d'accord je gagne de l'argent mais finalement je suis triste donc à quoi bon? À quoi bon? Comment tu célèbres tes succès? Petite danse de la joie débile, donc, et puis gratification. Donc, ça passe par un cadeau qui est à chaque fois différent. Ça peut être m'offrir un massage. Souvent, ça passe par le chocolat. Mais bon, il y a peu de chocolatiers qui me plaisent dans la région, donc souvent il faut que je me fasse rapatrier mes tablettes de chocolat ou mes boîtes de chocolat par mon fils quand il vient me rendre visite, ou par un moment de partage en famille, un resto en famille, le plaisir de faire des cadeaux aussi à mes proches.
des cadeaux que je vais chercher, que je vais faire. Voilà, ça passe par une gratification dans un temps de qualité, dans un moment de joie, voilà, ou alors un vrai cadeau, enfin un cadeau matériel. Qu'est-ce que tu penses que la petite Adeline de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Eh bien, écoute, il y a en sophrologie une relaxation qui s'appelle l'enfant intérieur. Et depuis que je la fais, je parle encore plus souvent avec mon enfant intérieur, en fait. Et même dans le bouddhisme, on parle beaucoup aussi de l'enfant intérieur. Et donc, cet enfant intérieur, il m'a jamais quitté. J'ai toujours tenu la main. Il y a des moments où je l'ai perdu. Il y a des moments où je l'ai pris dans mes bras. Il y a des moments où je l'ai consolé. Et aujourd'hui, quand j'étais petite, je disais tout le temps, quand je serai à ma plage, j'aurai une plage et j'aurai plein d'animaux et j'aurai ci et j'aurai ça. Et là, aujourd'hui, je vis face à un étang à 8 km de la plage. Et je pense que je suis pas mal en cohérence avec elle. Je continue à monter dans les arbres, à m'amuser à débourrer des chevaux, alors que à mon âge, on me dit c'est quand même téméraire. À patouiller dans la gadoue avec ma fille dès qu'on peut. Voilà, je pense que la petite fille de 6 ans ne me renierait pas. Peut-être l'adolescente, mais la petite fille, non. Qui dit choix dit renoncement, c'est quoi pour toi, du coup, les renoncements que tu as fait, notamment dans ce changement de vie Je crois que j'ai renoncé à la célébrité, par exemple, de plus être dans les journaux, mais ça n'a jamais été quelque chose d'important pour moi, donc ça n'a pas été si douloureux que ça, mais ça a été vachement douloureux pour certaines personnes de mon entourage qui m'ont dit, mais alors, du coup, tu refuses ce rôle? Oui. Mais tu te rends compte, l'argent, la célébrité, la carrière, voilà, il y a toute une partie que j'ai lâchée. Et en fait, plus que des renoncements, c'est lâcher. Voilà, accepter de lâcher. Et ces personnes-là qui t'ont fait ce retour, c'est des personnes qui, elles, sont célèbres ou c'est des personnes qui sont justement… Les deux, en disant, mais attends, mais moi, je vendrais ma mère pour avoir… oui, mais moi, la mienne, j'ai pas envie de la vendre et ça ne me va pas, en fait. Et voilà, donc je pense que j'ai lâché beaucoup ça. Je vois certains photographes me disent, mais attends, on va faire des photos sur ta nouvelle vie et tout, ça va te faire de la pub. Mais de la pub de quoi? C'est pas de la promo. Je fais pas la promo de ma nouvelle vie. Ça n'a pas de sens. Si on veut m'avoir comme thérapeute, on sait où me trouver. C'est assez simple. Voilà. C'est une approche différente. C'est une approche différente et en même temps, j'ai pas l'impression de fermer tout. Tu vois, ouais. Moi, quand je faisais des articles sur ma vie privée, c'était hyper violent pour moi. Et du coup, de plus avoir ça, c'est moins violent. En revanche, je me dis, mais si on te propose quelque chose, là, par exemple, j'ai pas mal de spectacles pour enfants qui se font à partir de septembre. Et ça, retrouver un public enfant sur la scène, ça me met en joie et je suis super contente de le faire. Donc, vraiment, ça, j'accepte, tu vois. Donc, il n'y a pas de non définitif. C'est-à-dire qu'il y a moins le côté, c'est non, c'est fermé, c'est terminé. C'est, voilà, les portes sont entrouvertes et puis on verra. Et puis, s'il y a un courant d'air qui fait claquer une porte, ça fait claquer une porte. Si on me propose un truc qui me met en joie, c'est surtout ça. C'est est-ce que ça me met en joie? Est-ce que je suis en accord avec ça? Est-ce que ça me rend joyeuse? Si ça correspond à tes valeurs ou pas. Voilà. Ouais. Et les choix sont plus faciles à faire maintenant. Ouais. Quand on sait qui on est, ça simplifie les choses. Oui, quand on est en cohérence avec soi-même, oui. Quand on sait où on est et qui on est, oui. Plus facile. Pas tout, mais plus facile. C'est quoi les plus grosses ou la plus grosse difficulté que tu as eu à gérer? Comment tu as fait pour la surmonter? Je pense que ce sont les deuils, les plus grosses difficultés. J'ai eu beaucoup de deuil à vivre, en fait, depuis que je suis très jeune. Et alors, pour moi, je crois que ma blessure, c'est l'injustice. L'injustice, ça me rend dingue. Et quand tu vois des enfants qui meurent, il y a une espèce de boule d'injustice qui monte et tu te mets à pleurer. Et j'ai eu pas mal de gens autour de moi. J'ai perdu des amis très proches, très jeunes. Ça a commencé, j'avais 8 ou 9 ans. Et ça, régulièrement, paf. Et une de mes meilleures amies qui était très malade, qui s'est suicidée quand j'avais 19 ans et ça a été monstrueux. Le garçon dont j'étais amoureuse qui a eu un accident, j'avais 17 ans. Et donc, régulièrement, paf. Et ça, je trouve que c'est terrible parce qu'il y a toujours l'injustice. En revanche, quand quelqu'un d'âgé part, je suis triste, mais j'arrive mieux à le gérer.
Et il y a toujours ce côté-là. Et puis, je trouve que le plus difficile, c'est quand ce sont des gens qui se suicident autour de nous. Et là, le suicide, c'est épouvantable parce que je sais que ça fait partie des solutions quand on est dans cette situation-là et que c'est tellement au-delà de tout notre souffrance qu'on est prêt à n'importe quoi pour en partir et qu'on ne peut plus entendre l'amour des autres. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà. Je pense que dans l'insurmontable, je pense que c'est très, très difficile. C'était quoi tes plus grandes peurs quand tu es devenue sophrologue ou au début dans tous les moments dans ta carrière où tu t'es lancée dans des nouvelles choses? De pas être capable de les faire, d'être incompétente. Et comment tu les as surmontées alors, ces peurs? Par le travail. J'ai une tête de glandeuse, mais en fait, je suis une grosse bosseuse. et puis, j'essaye dans ces cas-là vraiment de parler avec mon cerveau et de lui dire, voilà, il y a ça en face de nous. Moi, je me sens fragile. Donc, je rends disponible la partie compétente de mon cerveau pour travailler dessus. Et j'ai une grosse force de concentration parce que j'ai compris assez tôt, à travers les cours de comédie, que la concentration, c'était hyper important. Quand tu es sur un tournage, comme on était sur les tournages de Sous le Soleil, où il y avait 50 personnes sur l'équipe et que toi, tu dois faire une crise de nerfs parce que le scénario l'exige et que c'est justifié et qu'il faut, voilà, et que tu vois le perchman qui est en train de se gratter les coucougnettes parce qu'il en a marre d'être comme ça, quoi, et le caméraman qui a le ventre qui gargouille et qui je veux juste bouffer un truc, et que tout le monde n'est pas dans le même état que toi. Il faut pouvoir te mettre dans une bulle de concentration suffisamment forte pour pouvoir rentrer dans ton jeu. Et je trouvais que ça, c'était hyper important. Et puis, on faisait de la télé. Donc, à l'époque, la télé, c'était bon, ça va, vous la pétez pas trop non plus, c'est pas du cinéma, c'est de la télé. C'est ça, tu le vivais comment? On l'a vécu mal. Parce qu'on avait l'impression d'être les parents pauvres, pas les parents pauvres, d'être les parents un peu honteux, tu vois, d'être les bofs du coin, d'être les ringards. Et aujourd'hui, la télé, quand je vois les acteurs de cinéma qui font des séries, bon, alors en général, il n'y a que du casting de cinéma, les acteurs de télé. Nous, on n'y avait pas accès à ces castings-là. J'ai dit, bon, c'est bien, c'est chouette. Ouais. Mais moi, je suis fan de séries. J'adore les séries. Surtout les séries américaines, mais j'adore les séries. Même les séries françaises. Il y a certaines séries, 10%, Lupin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Eh bien, je pense que ce qui me rend fière, c'est le rapport que j'ai avec mes enfants. Quand je vois des gens qui viennent me parler des rapports difficiles ou que je vois des proches qui ont du mal avec des relations chaotiques, avec leurs enfants, avec des hauts, des bas, je trouve que moi, j'ai une relation hyper belle avec mes deux enfants, très différente, bien sûr, parce qu'il y a un grand garçon et une petite fille. Et ces bulles que j'ai avec eux, je les trouve merveilleuses. Et la bulle qu'on a quand on est tous les trois, alors qu'ils ont 12 ans d'écart, elle est très, très joyeuse, très drôle, très dynamique, et je trouve qu'elle est formidable. Que c'est du travail, tu vois, parce que quand des enfants qui ont 12 ans d'écart, il faut tout le temps trouver des choses qui peuvent fédérer leur enthousiasme à tous les deux. De temps en temps, c'est un peu le casse-tête, mais je trouve qu'il y a quelque chose de chouette là-dedans. J'arrive à travailler avec mon fils, on a des projets en commun, on a déjà fait un bouquin ensemble, on va en faire d'autres, et je trouve que ça ça n'a pas de prix. Et c'est quelque chose dont on parle souvent avec mon compagnon, qui a lui aussi avec ses filles un super bon rapport. Je dis, mais t'as vu, machin, en fait, ça va pas avec ces gamins. Ben non. Et souvent, je lui dis, t'as vu, on a de la chance. Hein. Il me dit, mais ouais, mais t'as vu, c'est quand même du boulot. Hein. C'est aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et en fait, je pense que c'est aussi hiérarchisé. Je pense qu'il y a eu des moments où j'ai choisi ma famille, mes enfants, mon compagnon, plutôt qu'un projet qui aurait pu servir mon ego. Voilà. C'est une bonne transition, la chance. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres qui ne connaissent pas ta vie, qui ne connaissent pas ton histoire, qui ne connaissent pas le burn-out, tous ces moments difficiles que tu as vécu et qui te disent tu n'en es là exclusivement que grâce à de la chance? Eh bien, c'est drôle ce que tu me dis parce que je suis allée passer un permis l'autre jour. J'avais besoin d'un permis supplémentaire pour pouvoir tracter des vents. Donc, je me suis retapé les formations et tout. Et le formateur me dit,
Eh ben, tu sais, quand on a vu ton nom dans la formation, on s'est demandé qui allait être ton enseignant, qui allait être la personne qui allait te faire passer le permis et tout ça, l'examinateur. Et puis il y en a, ils ont parlé et tout. J'ai dit bah oui, évidemment. Et puis il m'a dit, puis il y en a, ils ont dit oh là là, ces nanas là, qui ont eu tout, puis qu'elles sont nées, c'est nul. J'ai dit ah ouais, on a dit ça. Ouais, il y en a une. Déjà, elle te détestait juste parce que tu avais eu tout. J'ai dit mais elle connaît ma vie? Non, mais elle considère que tu as tout eu juste parce que tu avais de la chance. J'ai dit, bah, ouais, c'est rigolo. Et la même nana, à un moment donné, elle n'a pas pu s'empêcher de venir me voir et de tchatcher avec moi en me disant à la fin, ah non, mais c'est cool, je suis contente de vous avoir rencontré. Et on peut pas empêcher, tu peux pas prendre ton bâton de pèlerin et expliquer à tout le monde, mais vous savez, ça a été difficile, vous savez, il y a eu quand même des drames, il y a eu des hauts, des bas. C'est ma sauce personnelle. Moi, mon job, c'est aujourd'hui d'accompagner les gens, c'est de les avoir divertis pendant des années. Donc, est-ce que c'est intéressant qu'ils connaissent le back-office? Je ne sais pas. De toute façon, quand ils ont une idée préconçue sur toi, tu peux leur dire tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien. Donc, je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour partager et accompagner. Et si ça va, ça va. Sinon, c'est pas grave. Il y aura toujours les rageux et on ne pourra pas les convaincre. C'est sûr. Quel conseil aurais-tu aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? J'aurais aimé qu'on me montre cet endroit à l'intérieur de moi où avec un certain rythme respiratoire, quelques conseils, quelques images, je peux me planquer, je peux me retrouver et me ressourcer. Voilà, ça je pense que j'aurais aimé. Je l'ai découvert quand j'avais 12 ans, je savais qu'il existait, 12-13 ans. Après, je l'ai perdu, j'ai eu beaucoup de mal à le retrouver. Ça a vraiment été une quête. Et voilà. Et c'est ça. Je pense que c'est ça. Cet endroit où, voilà, en 5 minutes, tu te retrouves à l'intérieur de toi et tu te reconnectes. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait... Pardon? Pour pas te perdre. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, je crois qu'il vient d'un livre de Marie Kondo. Sur le rangement, parce que je suis une grosse bordélique. Tous les artistes sont bordéliques, tu crois pas? Non. Pas à ce point-là? Non, il y en a qui sont hyper rangés. Non. En tous les cas, ça dépend de la fibre artistique à laquelle on parle, quoi. Moi, je suis tout le temps en train de créer et tout, donc forcément, ça génère du bordel et ça ne me rend pas heureuse, le bordel. Donc, je suis tout le temps en train de ranger aussi. Et en lisant ce livre de Marie Kondo, elle disait que pour ranger, il fallait, par exemple, tu veux faire le tri dans tes t-shirts, tu sors tous tes t-shirts et chacun, tu le touches et tu parles avec lui et tu vois s'il te met en joie. Et s'il te met en joie, tu le gardes et sinon, tu ne le gardes pas. Et je trouve que ce principe d'être en joie me parle beaucoup. Voilà. Donc régulièrement, je vois autour de moi et je me dis est-ce que ça vaut le coup de garder telle chose? Est-ce que ça vaut le coup de garder telle personne qui me draine toute mon énergie à chaque fois? Comment je peux me défendre voilà, d'être l'humain est fait pour aller bien. Un corps qui va bien est un corps silencieux. Quelqu'un qui va bien ne se plaint pas, est plutôt souriant. L'humain est fait, enfin, le vivant est fait pour aller bien. Voilà. Et donc, je me dis, si je suis faite pour aller bien, pourquoi garder les choses qui me font pas aller bien? Donc, je veux garder que ce qui est une valeur ajoutée ou que ce qui va bien. Voilà, ce qui est utile, vraiment utile, et ce qui va me faire sourire. Donc, régulièrement, je trie, je jette, je balance ce qui ne me met plus en joie. Et je trouve que ça, garde autour de toi ce qui te met en joie. Alors, elle ne le dit pas tout à fait comme ça. Eh ben, je trouve que c'est formidable. Et ça s'applique à tout le monde. Alors, de temps en temps, c'est aussi ne pas se laisser prendre son énergie. C'est un grand sujet, ça. Ouais. Parce qu'il y a des gens, en effet, tu vois, j'en parlais avec Franck Lobé, qui est un conférencier philosophe, qui à la base, lui, était sur les marchés, donc il a vraiment eu un changement de vie assez extrême. Et justement, on en parlait sur justement l'énergie que les autres peuvent te prendre. Mais de façon inconsciente, mais où toi tu sens que en fait leur contact t'épuise en fait. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se protéger. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à donner aux personnes qui nous écoutent?
Conseils de lecture. Écoute, je pense que les conseils de lecture, ils changent souvent en fonction des moments de vie. Alors, si j'avais un conseil de lecture, je pense que ce serait le livre de la pleine conscience écrit par Thich Nhat Hanh, qui m'a sorti de ma torpeur de burn-out, qui m'a fait prendre conscience de plein de choses et m'a fait découvrir la pleine conscience et me l'a fait apprendre. Voilà. Mais si j'avais un conseil, ce serait 5 minutes de cohérence cardiaque par jour. Ouais, c'est sûr. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, c'est de terminer ma roulotte western trapper et puis de partager plus tout ce que j'ai pu, de faire mieux connaître la sophrologie, de faire mieux connaître tous les outils du mieux-être. Voilà, ce serait pas mal comme défi. Et un jour, sans doute, de le proposer sur scène, dans un espèce de spectacle interactif. Génial, ouais. Et puis aussi de prendre le temps d'écrire un roman, puisque j'en ai déjà plusieurs. Voilà. En fait, il y en a plein. Hein. Le problème, c'est qu'il ne faut pas me lancer là-dessus, quoi. J'ai toujours 1 milliard de projets, donc voilà. Après, sinon on s'ennuie si on n'a pas de projet, on ne vit pas. Oui, mais c'est aussi la température que je prends de moi-même. C'est en fonction des envies que j'ai, je sais comment je vais. Si j'ai plus que 4-5 envies, je sais que je vais pas très bien. Et je sais qu'il faut que j'arrête la machine et que je fasse le point et que je me remette en question. Ce que je fais assez régulièrement. Et du coup, c'est quoi la bonne moyenne quand tu sais que tu vas bien? C'est combien de projets d'envie? Quand je vais vraiment bien, ce sont des projets cohérents et atteignables. Voilà. Et faut qu'il y en ait 5-6, mais qu'il y en ait vraiment 2 qui soient phares. Voilà. Là, je le modélise pour la première fois. C'est à peu près ça. Et des choses qui m'excitent, qui me donnent envie de me lever le matin. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? J'ai envie de dire merci à ma famille, qui est quand même une chouette famille, à mes enfants et à mon amoureux. Voilà. Génial. Un grand merci Aline pour ce bon moment. Et puis, merci à toi aussi alors. Je prends. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses dans tous ces magnifiques projets et hâte de voir la photo de la roulotte western. Oui, et puis un merci aussi aux animaux qui m'entourent. Et petite parenthèse, donc du coup, si on veut avancer sur son chemin, on te trouve où est-ce qu'on te trouve pour prendre rendez-vous? On me trouve sur Instagram où régulièrement je mets mon mail. Okay. Et on me trouve en MP ou sur Instagram, voilà. Ok. Et les roulottes, c'est pas super compliqué. Les roulottes, on les trouve. Alors on en trouve une sur Airbnb pour l'été. Après, elle sera sur Booking. Et l'autre ne saurait tarder sur Airbnb ou sur Booking. Et c'est des roulottes pour combien de personnes? 2 personnes. 2 personnes. Donc, c'est forcément en amoureux, pas en famille, ou on peut prendre 2 roulottes Non, l'autre jour, il y a une femme qui est venue avec sa petite fille. Voilà, elles sont venues se faire un petit truc mère-fille. Il y a eu des amoureux. Il y a plutôt des amoureux. D'accord. Et puis parfois, j'ai eu plusieurs fois des mère-filles. Voilà. Ok. Bon, super. Et un grand merci Aline. Et puis, merci à toi. À très vite. Au revoir. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode de la rentrée vous aura plu. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec une nouvelle femme exceptionnelle qui a su écouter sa petite voix et qui aide également aujourd'hui les femmes à sa manière. Je vous dis à demain pour la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.